Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. Alors, Fred Bastien, moi, j'avais pas compris pourquoi tu étais à Calgary. Là, je comprends en voyant le titre de ta chronique. Tokyo inspire Québec. Tu étais en chemin pour Tokyo. Exact. Mais vous savez que le chemin, c'est l'aventure. Hein? Alors, Calgary, c'était aussi intéressant que Tokyo. Mais là, je vais quand même profiter quelques jours de cette méga métropole ici au Japon. Oui. Et ça a inspiré un peu le sujet de notre conversation aujourd'hui, Pierre, parce qu'on parlait beaucoup de culture cette semaine, n'est-ce pas? C'est vrai, tout à fait. Et Dieu sait que la culture en Asie a beaucoup d'importance. Je sais que tu es au Japon, mais en Corée du Sud, ils ont investi ça comme un secteur industriel. Absolument, puis ça c'est super intéressant, puis on pourrait y revenir. Mais pour l'instant, je te présente mon merveilleux studio en plein cœur du quartier Asakusa à Tokyo. Il est 4h20 du matin, 4h13 du matin ici à l'autre bout du monde. Puis tu sais, moi j'ai la chance de pouvoir m'inspirer de d'autres nations quand je me promène. Puis tu sais, juste si je prends 2 secondes pour regarder à ma gauche présentement, il y a je vais vous faire rêver, là. Il y a un vieux temple traditionnel japonais immédiatement à côté d'un gros site de construction moderne, innovant. Puis c'est la première chose qui me vient en tête quand je pense au Japon. Tu sais, commençons avec une anecdote. Là. Il y a des problèmes sociaux au Japon, entendons-nous, là, il y en a. Mais il y a aussi des trucs qui réussissent extrêmement bien. Puis moi, je commence toujours là en me disant, tu sais, vous savez, quand on voit des événements sportifs, là, on voit les Olympiques, les championnats mondiaux de foot, mais les Japonais qui viennent encourager leur équipe nettoient le stade, mais pas juste leur section où est-ce qu'ils sont. Là. Ils se mettent à ramasser les déchets de tout le monde autour d'eux. Tu sais, puis cette espèce de vocation collective pour la propreté, ça commence très tôt parce que j'ai demandé à des gens ici qui m'ont confirmé, dans les écoles primaires au Japon, il n'y a pas de concierge. C'est les enfants qui apprennent à nettoyer leur école. Alors, imaginez-vous si on installait déjà cette responsabilité individuelle et collective tôt dans nos sociétés, si on donnait envie aux gens de eux-mêmes nettoyer. Puis ensuite, on se promène dans Tokyo, là. Moi, j'allais dire, même dans les quartiers moins jolis, mais il y en a pas beaucoup des quartiers moins jolis à Tokyo, mais il y a jamais de déchets nulle part. Il y a pas de poubelle, mais les gens amènent leurs déchets à la maison. Puis je pense que c'est ça qui commence peut-être un contrat social cohésif, tu sais. Puis bon, il y a un paquet de facteurs qui peuvent aussi expliquer ça, mais moi, je m'inspire de cette dualité japonaise, le traditionnel et l'innovant. Puis ça s'applique aussi à leur industrie audiovisuelle. Tu sais, bon, pas besoin de vous dire que le Japon exporte énormément aussi. Du côté de la Corée du Sud, c'est un bon exemple. Ils l'ont vraiment industrialisé, puis ils ont beaucoup investi d'argent public là-dedans. Au Japon, c'est beaucoup par le contenu lui-même qu'on réussit à rejoindre les gens. Je pense à Pokémon, par exemple, une série qui a fait le tour du monde. Je pense à Naruto, par exemple. Je pense à plein d'animés, de mangas, Dragon Ball. Quand on s'intéresse un peu au scénario de ces œuvres de fiction-là, mais on se rend compte finalement que la morale de l'histoire, l'espèce de raison pour laquelle tous les intervenants ont travaillé ensemble, c'était pour se faire des amis et pour se faire une collectivité forte. Et dans le fond, le vrai trésor de l'aventure, c'était les amis qu'on a fait sur le long du chemin. Tu sais, un peu tout le contraire du self-made man américain. Puis je suis pas contre ça non plus, là, ça prend de l'innovation puis un brin d'individualisme parfois. Mais quand on regarde par exemple Captain America, Barbie, Star Wars, c'est souvent l'histoire d'un individu qui va s'attaquer à un groupe corrompu puis qui va gagner. Donc moi je pense que au Québec, si on veut s'inspirer de ce qui fonctionne bien, on peut regarder les Américains qui racontent leur mythe national puis leurs valeurs individualistes via leur audiovisuel. Puis on peut penser au Japon qui fait exactement la même chose, qui réussit à pousser ses valeurs collectives avec de l'audiovisuel fort. Puis ce qui est intéressant au Japon, c'est qu'il y a vraiment une part de la société civile et privée là-dedans. C'est pas vraiment juste le gouvernement qui pousse l'audiovisuel dans cette direction-là. J'ai l'impression que un peu comme les jeunes qui nettoient eux-mêmes leur école, les professionnels de l'industrie de l'audiovisuel voient une responsabilité à éduquer leur jeunesse et aussi, par le fait même, éduquer le reste du monde. T'sais, quand je pense à Pokémon, je pense à des jeux de stratégie sur Nintendo, je pense il y a toujours une espèce d'apprentissage mathématique, il y a toujours une espèce de second degré, même si c'est très divertissant en partant. Puis on n'oubliera pas le fait que les dessins sont très expressifs, les yeux sont donc ça attire le regard là, pour les gens de tous âges, particulièrement les enfants. Donc le côté artistique est extrêmement développé. Mais moi je pense que c'est réfléchi pour que ce soit utile. Alors quand on pense au Québec, on se dit comment est-ce qu'on pourrait mieux harmoniser nos histoires audiovisuelles avec les histoires dont on a besoin de se raconter nationalement. Comment est-ce qu'on peut s'harmoniser au ministère de l'Éducation? Comment est-ce qu'on peut réussir à
aller un peu dans une direction qui nous permettra de célébrer nos meilleures valeurs, d'importer les meilleures valeurs des autres, puis de continuer d'aller de l'avant avec notre secteur et notre société. Ben, je trouve que c'est un magnifique programme. Puis tu as raison, hein? On dit souvent qu'en diplomatie, la culture, c'est le soft power. C'est une manière de faire passer son message. Puis tu as raison, je trouve que tu as très bien identifié les comparables avec les Américains, puis avec ce que nous pourrions faire aussi, parce qu'on est des Américains du Nord, francophones, un peu plus latins, avec une Assemblée nationale au lieu d'avoir une legislature. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis je pense que il y a un projet collectif au Japon. Il faut se rappeler d'ailleurs, c'est une île. Il n'y a pas 50 000, il n'y a pas des ressources. S'il n'y en a pas autant qu'ailleurs, là, puis ils se doivent d'être très, très, très solidaires. C'est vrai que le paysage qui est derrière toi, tu as bien choisi ton cadre, parce que c'est tellement représentatif de ces vies urbaines japonaises. Est-ce que c'est vrai que le Japon est une des cultures asiatiques qui est quand même la plus facile à découvrir, contrairement, disons, à Taipei ou à la Chine? Très intéressant. Moi, j'adorerais un jour aller là, à Taïwan. J'aimerais aussi visiter le continent chinois. J'ai eu la chance de visiter le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Cambodge dans le passé. Et je vais dire honnêtement que même si c'est des peuples qui sont reconnus pour ne pas toujours être les premiers à s'ouvrir aux étrangers, je trouve que partout j'ai réussi à avoir des rapports vrais et humains, authentiques, mais je pense que c'est justement plus facile au Japon, exactement comme tu mentionnes. Et moi, je me suis toujours demandé si c'était pas parce que j'ai eu une part d'éducation japonaise dans ma jeunesse, je peux connecter avec les gens tu sais, on arrive à l'aéroport de Tokyo et c'est littéralement Mario de Nintendo qui nous salue, qui dit bienvenue au Japon. Parce que c'est eux qui ont les droits d'auteur là-dessus. Ben justement, le projet national, tu sais, l'idée que quand je me promène dans l'aéroport de Tokyo, j'ai l'impression que Nintendo est de concert avec l'objectif d'accueillir les gens au pays. Tu sais, donc c'est super intéressant. Puis on voit à quel point ça finit par avoir un impact. Là, aujourd'hui, on relate que Tokyo inspire Québec, le Japon inspire Québec, mais moi je suis convaincu aussi qu'en passant quelques jours ici, je vais trouver des inspirations québécoises au Japon. Bon, je vous raconte une petite histoire. La première fois que j'étais venu il y a quelques années, j'avais visité un restaurant de poutine à Tokyo. Ça s'appelait Robson Fries. Et dans le cadre d'une campagne là, que j'avais faite avec la ville de Drummondville à l'époque, là, j'allais démontrer à quel point les idées québécoisoises et les idées drummondvilloises, pour ceux qui acceptent que la poutine vient vraiment de Drummondville. C'est un gros débat. Ça fait le tour du monde. Ça fait, oui, mais le point, c'est qu'une idée québécoise a fait le tour du monde assez pour que un restaurant à Tokyo, qui est reconnu là pour sa cuisine puis sa gastronomie internationalement, se spécialise là-dedans. Puis on parlait de la Corée du Sud, ça m'a marqué puis ça me marquera toujours, puis je suis ouvert à me faire impressionner comme ça ici aussi. Mais en Corée du Sud, justement, j'avais un peu plus de difficulté à connecter avec la population locale. Tu sais, qui aussi là, je veux dire, un grand gars avec une barbe, tu sais, ça peut peut-être être intimidant dans certains quartiers. J'avais réussi à connecter une fois que j'avais passé en studio de son, j'avais enregistré une chanson avec des Coréens, j'avais comme loué un studio de K-pop pour faire du rap. Puis c'était vraiment fascinant, je peux t'en parler pendant des heures. Puis il y a une bonne chanson qui est sortie de ça. Vraiment? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de là, j'ai l'impression que j'ai eu une connexion avec la population locale. Puis là, j'avais comme un lien authentique. Puis je me faisais peut-être moins juger comme étranger à ce moment-là. Et le meilleur moment de mon voyage en Corée du Sud il y a 2 ans, c'est à un moment donné, je savais pas trop quoi faire une soirée. Je me dis, il y a un cinéma, je vais aller voir un film en Corée du Sud. C'est bon, je comprendrai peut-être pas grand-chose, mais ça va être intéressant. C'est un gros cinéma. Là, imaginez-vous comme les gros complexes qu'on a au Québec. Il y avait plusieurs étages. Le principal étage, c'était celui des films qu'on connaît, là, les blockbusters internationaux ainsi que les gros. Il y avait beaucoup de films japonais en Corée. Ça, c'est intéressant, qui étaient traduits en coréen. Mais quand je suis arrivé sur l'étage des films d'auteur, donc imaginez-vous là, un méga centre de cinéma, il y avait un gros poster de Xavier Dolan. C'était la décoration principale de la pièce. Parce que ces gens-là vont au cinéma, puis il y avait un étage consacré au cinéma d'auteur. Dans ce cinéma-là, il y avait une telle variété que même là, niché comme ça, on avait un de nos réalisateurs préférés qui était exposé comme ça. Et non, mais c'est plus que ça. Ce n'était pas qu'un poster. C'était le poster de décoration principale de cette salle. C'est donc, on servait de Xavier Dolan pour représenter le cinéma d'auteur international à l'autre bout du monde. Donc là, moi, je me dis, soit le monde est petit ou le Québec est grand. Ben, écoute, puis je suis heureux que tu me parles de Corée du Nord, mais je pense que le Japon
mériterait qu'on en parle beaucoup plus longtemps. Mais la Corée du Sud, excuse-moi, oui, tu as raison, Corée du Nord, Corée du Sud. Je voulais juste te demander, puisque tu y es allé, puis qu'on en parle beaucoup dans les journaux actuellement. Là, on a parlé du président qui a déclaré l'état de guerre. Oui, mon Dieu. Est-ce que c'est fragile, cette démocratie occidentalisée qu'on voit en Corée du Sud? Est-ce que c'est... Et mon Dieu. J'aimerais tellement avoir des réponses. Là. Je ne suis qu'une personne qui a déambulé dans Séoul pendant quelques jours en essayant d'accumuler le plus de richesse. Moi, je dois dire que c'est intéressant de voir à quel point la société civile s'est mobilisée en Corée. Puis ce qu'on voit, c'est que ceux qui ne sont pas capables d'aller manifester, parce qu'il y a des manifestations présentement, on met de la pression sur le gouvernement, mais ceux qui ne sont pas capables de manifester, je vous le dis, j'ai vu ça, en Corée du Sud, vont acheter des cafés dans les cafés proches de la manifestation à distance. Ils vont appeler, ils vont dire « Hey, je vais te commander 50 cafés pour les manifestants. Voyons. » Et là, les restaurants disent « On a 50 cafés pour les manifestants. Wow. » Puis, je voyais des gens là, qui appelaient, qui disaient « Quand vous aurez donné tous nos cafés, on va avoir un autre $100, un autre $200 pour vous. » C'est donc une manière, encore une fois, tellement solidaire, communautaire, collectiviste, solidaire de voir l'implication politique, puis on peut s'inspirer de ça certainement. Absolument, Fred. Merci d'arriver. C'est très rafraîchissant, puis tu as un angle vraiment différent sur les destinations que tu nous présentes. Puis oui, on peut s'en inspirer, puis je pense que le Québec a un potentiel pour s'en inspirer plus que le Michigan ou l'Ohio, parce qu'on a un projet de souveraineté, de distinction du reste du Canada. Fait que inspirons-nous et levons tous ensemble, serrons-nous les coudes. Merci beaucoup, Fred. Bon voyage, j'ai hâte de te reparler. Merci, à demain. Salut.